Alors, bonjour, merci d'être là, aussi nombreux. Je ne pensais pas que les structures de données pouvaient intéresser autant de gens, mais ouais, d'accord. Alors, je pensais que l'algorithmique, c'était pas pour les développeurs, mais enfin, peu importe. Désolé, je vais commencer. Alors, on va parler des structures de données exotiques. Et exotique, ouais, c'était pour faire un peu appeler tout le monde. Pour beaucoup, je crois que ça sera pas exotique, mais c'est des structures de données qu'on rencontre parfois quand on veut un peu aller au-delà des collections qu'on utilise de temps en temps de la JVM. Alors, ça c'est moi. Je suis développeur, quoique parfois je ne fais pas que développer. Je fais beaucoup de mathématiques et d'algorithmique, notamment sur du machine learning. Vous me trouvez surtout sur Twitter, ça représente plus ce que je suis en réalité que n'importe quel mot que je pourrais faire. Alors, pourquoi s'intéresser aux structures de données aujourd'hui? Parce qu'après tout, on a des collections qui sont très fortes, on a des frameworks qui sont avec une puissance de calcul très intéressante. Franchement, on peut faire beaucoup de choses, il suffit de rajouter des serveurs, on a Hadoop, on a plein de trucs, on a une librairie de collection bien fournie, bien travaillée et tout. Mais on revient très souvent à devoir vraiment faire attention aux structures de données. Pourquoi? Parce que, en réalité, comme on le dit souvent, quand on a un marteau, tous les problèmes ressemblent à des clous. Voilà, c'est-à-dire que parfois le petit problème qu'on pourrait faire en réfléchissant un tout petit peu, on sort le gros bazooka. Parfois c'est Hadoop, parfois on fait 1 million de threads, parce que on peut le faire soi-disant assez rapidement. Et le plus souvent, en réalité, c'est qu'en réfléchissant un peu bien, on arrive à trouver des petits détails, un peu d'algo qui nous permet en fait de régler le problème de façon plus efficace qu'en sortant l'artillerie lourde. Alors, je vais parler de 4 structures de données qui sont spécifiques. C'est un choix mais complètement arbitraire. C'est parce que je les rencontre de plus en plus souvent ces derniers temps. Parce que je fais du machine learning, du big data sur beaucoup de projets. Donc, au bout d'un moment, je tombe souvent sur des trucs à réécrire parfois l'algo et finalement, on peut jeter les gros trucs après. La première qu'on va étudier, ce sont les skip lists. Qui connaît les skip lists dans la salle? Ah, génial. Enfin, pas si génial que ça, pas grand monde. Et pourtant, on les voit souvent. Alors, c'est quoi une skip list? Une skip list, en fait, c'est une structure de données qui est vraiment intéressante, qui est très efficace, en fait, pour stocker, en fait, des données qui sont ordonnées, qui sont vraiment dans un ordre parfait. Elle a une complexité extrêmement intéressante, c'est-à-dire que toutes les opérations qu'on a à l'intérieur, que ce soit insérer des données, les supprimer, savoir si un élément est contenu à l'intérieur, faire des requêtes dans un intervalle particulier, trouver un élément à une position particulière. En fait, toutes ces opérations se font en une complexité logarithmique, c'est-à-dire en log n. C'est-à-dire en réalité, on ne traverse jamais toute la structure, on est toujours en dessous de la taille de la structure de données. On va voir pourquoi c'est comme ça et on va la construire un peu. Mais avant, en fait, pour vous donner une idée d'une script list, en fait, un exemple intuitif pour voir ça, c'est que je crois qu'il y a beaucoup de Parisiens qui adorent la ligne A du RER. Oui, voilà. Imaginez par exemple que dans la ligne A, il n'y a jamais de grève et qu'il n'y a pas de couloir de correspondance entre le métro et le RER. Si je veux aller de la Défense, par exemple, jusqu'à Bastille, quel est le chemin le plus court? Je peux prendre le métro, après tout, il y a la ligne 1, en plus ça coûte moins cher. Ça va super vite, super vite, mais je fais tous les arrêts. Par contre, si je prends le RER A, je vais à la gare de Lyon, je sors, je reviens, je prends le métro en un arrêt. Sachant que le RER A, il a sauté beaucoup d'arrêts. Mais le RER A, il est mappé sur la ligne 1 du métro. Si on prend la ligne 1 du métro, c'est une liste chaînée. C'est une linked list. C'est-à-dire que pour aller à une station, on a toujours une station au départ, puis une deuxième. C'est-à-dire que c'est ordonné, mais pour aller à une station, on est obligé de sauter, en fait. Et l'intuition, elle est là. C'est-à-dire qu'au lieu de prendre tout le truc, on prend une voie express. Comme on l'implémente sur des listes chaînées normales. Bon, on considère qu'on a une liste chaînée qui est comme ça. Si je veux, par exemple, aller à la ligne, si je veux, par exemple, trouver l'élément 12 en partant de 0, comment je le fais? Je mets une voie express. Pour aller à 12, quand je suis au début de ma liste, pourquoi je ne mets pas un pointeur directement en allant à 12? En fait, j'augmente ma liste en dessus. Pour aller à 4, pourquoi je ne mets pas un pointeur pour aller directement à 4? C'est-à-dire que si je veux aller à 7, c'est simple, je vais à 12. Si 12 c'est trop loin, c'est simple, je repars à 4. Je repars à 4, le prochain lien le plus suivant, c'est 7. Et en gros, toute la deuxième partie du truc, on ne cherche pas, on la saute complètement, on est toujours de l'autre côté. Et la complexité, elle est vraiment très basse. Ça,
C'est vraiment trivial à implémenter, on verra tout à l'heure, mais c'est vraiment, l'idée, elle est vraiment là à la base. Le problème, en fait, c'est, on verra tout à l'heure que le problème, c'est comment, chaque fois qu'on ajoute des éléments, qu'on en supprime, garder, en fait, une distribution qui fait que le truc soit équilibré. Ça, on verra dans la suite. Si on cherche, par exemple, une valeur à l'intérieur, par exemple, je cherche la valeur 8. Je cherche une valeur 8. 8, on sait que, bon, là, on voit 8 n'est pas à l'intérieur. Je suis au premier élément. Au premier élément, ah ouais, bon, en fait, il manque des flèches, mais bon. Je suis au premier élément. Si je cherche 8, bah, je regarde le pointeur le premier pointeur le plus direct. Le pointeur direct, c'est 12. 12 est plus grand que 8. Ça veut dire que j'ai trop dépassé le truc. Je suis allé plus au-delà de 8. Ça veut dire que je cherche le prochain pointeur. Le prochain pointeur que j'ai, c'est 4. Bah, je vais à 4. 4, je regarde, il me renvoie à 12, inutile. 12 est plus grand que 8. Je regarde dans 4, quel est le prochain pointeur? C'est 7. Tout ça pourquoi? Parce que ma liste en bas, elle est ordonnée. Donc ça, l'ordre, il est observé et on continue comme ça. On va à 7, je suis à 7. 7, quel est le pointeur suivant? C'est 12. 7, je vais à 12, je cherche 8. Bah, 8 n'est pas là. Et en fait, on n'a pas parcouru tous les trucs. On a parcouru vraiment en complexité, mais vraiment très logarithmique. On a réduit vraiment le parcours de notre structure. Et ça, en fait, c'est vraiment l'idée qui est derrière. Et ça, c'est pour la recherche. On va voir maintenant comment on le fait pour insérer un élément. Parce que lorsqu'on insère, imaginez par exemple si on veut insérer par exemple 4. Si on veut insérer par exemple 4, imaginons qu'on ait juste 3, 7 et 12. Si on veut insérer 4, ce qu'on fait, c'est qu'on cherche la position de 4 dans ma structure ici. Je reviens là. Je cherche la position de 4 dans ma structure ici. Ça serait normalement 3 et 7. Désolé, parce que j'ai dû changer le truc, donc il y a des éléments qui ont sauté, mais ça reste comme ça. De 3, normalement, je vais à 7. Si j'avais pas de 4, je cherche la position. Je rajoute 4. Pour ajouter 4 dans la structure, pour avoir une garantie que la structure elle est restée probabiliste et distribuée correctement, on fait une méthode probabiliste. C'est-à-dire, on dit, OK, on va utiliser une astuce. L'astuce, c'est de prendre une pièce. On prend une pièce, OK. Je suis ici, je reviens là. Donc, si je veux rajouter 4, je dis, OK, je fais un flip. Je fais mon truc. Ah, c'est pile. Si c'est pile, bah 4, je lui augmente un niveau. J'ajoute 4. J'ajoute 4 dans la liste en bas. Et la liste de dessus, je lui augmente un niveau. Quand je lui augmente un niveau dans 4, au fur et à mesure que j'ajouterai des éléments, chaque fois, en fait, on arrive à un système où, en fait, en bas, c'est que vu que la probabilité, chaque fois qu'on distribue la pièce, c'est que on a 1 sur 2, c'est-à-dire on a tous les éléments dès le départ sont sur la liste d'en bas, mais quand on rajoute un élément, une partie des éléments, la moitié des éléments de ma structure finale, elle est à un niveau élevé, et quand je rajoute encore au fur et à mesure, la moitié de ma moitié, c'est-à-dire le quart de mes éléments est encore plus élevé, chaque fois que je rajoute le quart, la moitié de mon quart, je les élever, au fur et à mesure, on a une structure qui augmente, mais en fait, chaque fois, on a une structure qui est complètement équilibrée et qui est distribuée de façon, les données sont distribuées de façon qu'on parcourt jamais toute la liste, en fait. Et ça, c'est vraiment génial. Et en faisant ça, chaque fois, l'algorithme, il est vraiment simple, c'est ça, c'est simple. Tu prends une pièce, tu la balances, tu dis, OK, si c'est pile, c'est simple, j'augmente le niveau de X. Je le mets au niveau. Si c'est pas pile, en fait, je garde X là où il est, c'est tout. Il n'y a vraiment pas de magie, c'est compliqué. Le problème, en fait, c'est de pouvoir remettre les nœuds, en fait, qui apparaissent dans le truc. Et l'algo, il n'y a vraiment pas de magie. Pour supprimer un élément, c'est encore plus simple. Je cherche l'élément à l'intérieur, comment il est, là où il est positionné. Si je veux supprimer 4 ici, je cherche 4. 4 est là, je vire 4 de la liste d'en bas déjà, parce que la liste d'en bas contient toujours tous les éléments. Et j'enlève toute la colonne, c'est-à-dire tous les pointeurs qui partent de 4 ou qui arrivent sur 4, en fait, je les repointe vers les éléments suivants. Et c'est aussi simple que ça, et mon arbre est toujours équilibré. Et si vous avez bien remarqué, c'est que là, ça ressemble vraiment à un arbre. C'est un arbre parce qu'on a un lien, on a une racine avec des liens qui s'est dirigé. C'est un arbre en fait, mais qui est ajusté de façon intelligente. Par rapport aux arbres rouges et noirs où chaque opération on est obligé en fait de rebalancer carrément tout mon arbre en fait. Du coup, c'est compliqué. Il y en a une opération qui est plus coûteuse à faire. Là en fait, toutes les opérations sont localisées. C'est vraiment localisé. Et on verra que tout à l'heure, la localisation des opérations à chaque nœud, c'est vraiment quelque chose qui fait que ça donne des garanties intéressantes. Donc, pour enlever, c'est ça. Le code, pour insérer un élément, je vous laisserai le voir, mais je pense que beaucoup ont deviné comment le faire. C'est pas trop compliqué.
Euh, le truc, c'est pour faire le pile ou face, bah, en fait, on utilise une fonction de random dans Java. Bah, ça, c'est moi qui ai triché avec des maths en utilisant des logs pour que on n'ait jamais vraiment des trucs aléatoires qui sont moins aléatoires en fait. Donc du coup, on fait toujours un truc aléatoire qui est très souvent ça. C'est des maths, mais vous pouvez faire un random next, ça marche aussi bien. Il n'y a pas de mal. Ça, c'est juste moi qui ai fait un truc comme ça, c'est parce que ça va me donner des résultats intéressants. Et donc, en fait, les skip lists, pour conclure, c'est que, pas pour conclure, pardon, mais c'est une structure de données qui est vraiment rapide en moyenne, c'est-à-dire en une complexité en log n. Mais en réalité, elle est extrêmement rapide. Elle est extrêmement rapide, pourquoi? Parce que, comme je disais tout à l'heure, les opérations sont localisées. Chaque fois qu'on veut modifier quelque chose, l'opération, elle est vraiment locale. Et si vous regardez bien pourquoi elle est locale, tu as un avantage qui est intéressant, c'est que si je veux modifier quelque chose dans 7, dans une donnée, par exemple, que ce soit 7 ou 13, par exemple, je ne suis pas obligé de bloquer toute la structure. Je vais juste à l'élément à l'intérieur. Et ça, à l'élément à l'intérieur, si j'ai des threads qui veulent modifier de façon multithreadée la structure, bah, je vais à 13 ou à 7, je bloque juste les pointeurs. Je bloque le pointeur qui arrive vers 13 de 12. Et pour ne pas avoir des problèmes dans 14, je bloque l'accès de 13 à 14. Et justement, dans la JVM, on a quelque chose qui est super intéressant, qui nous permet de faire des algorithmes de concurrence qui sont en mode lock-free, c'est-à-dire sans lock, qui s'appellent les compare and swap. Je ne vais pas trop rentrer là-dedans, mais il faut juste pour savoir que le compare and swap, c'est une façon de bloquer quelque chose. Voilà, c'est ça. Ça s'appelle le compare and swap, ça s'appelle un cache. Un cache, c'est simple, tu prends une adresse donnée, c'est une instruction assembleur qui est ramenée au niveau de la JVM. Dans la JVM, cette instruction, on la trouve dans Java utile concurrente, point atomique. C'est ce qu'on appelle les atomiques références, ou bien les atomiques langues, les atomiques integers, les atomiques doubles et tout. C'est ça. Et ces opérations sont complètement atomiques. C'est-à-dire quand je modifie un pointeur dans ma structure de données, elle ne bloque rien à côté. C'est juste très bien. Elle ne bloque rien à côté. Et c'est vraiment très intéressant. Et le fait qu'on ait des éléments, des opérations qui sont locales, parce que si vous regardez bien, ici, on a un pointeur, 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 pointeur. Et la JVM, quand on lui rajoute des éléments, ce qu'elle fait, c'est de construire un graphe d'éléments qui sont ajoutés les uns après les autres. Et pour ça, dans la JVM, normalement, elle met les éléments dans le tas. Sauf que le tas, il est aléatoire. La heap, elle est complètement aléatoire. Du coup, accéder à un élément, ça peut être compliqué. Mais là, vu qu'on a des pointeurs de pointeurs de pointeurs, chaque fois qu'on rajoute un élément, la JVM dit, tiens, mais finalement, ces éléments, ils sont liés entre eux. Elle a des heuristiques pour ça. Bah, elle les regroupe entre eux, ces éléments. Et au fur et à mesure, si on veut accéder à un autre élément, bah, c'est simple. Le temps de parcours, il est super rapide. Ça, c'est ce qu'on appelle la locality of reference. Ça, c'est quelque chose qu'on trouve de la JVM qui est extrêmement intéressant, qui permet de ça. Et avec le skip list, dans la JVM, elle vous fait tout le boulot pour vous. On a le locality of reference qui est très bien. Et ça, les accès, non seulement ils sont pas en log n, mais ils sont moins importants parce que les accès, vu que la JVM les met ensemble, ça va beaucoup plus vite que les accès théoriques en log n. Et ça va extrêmement bien. Et d'ailleurs, on a une structure dans la JVM, on les trouve dans le JDK depuis le JDK 1.6 dans Java utile concurrente. Il y a une implémentation qui est Java utile concurrente skip list map, qui est une map dont les clés sont implémentées sous forme de skip list. Et on a un set dont les données sont ordonnées sous forme de skip list aussi. Et il y a un truc intéressant, c'est que beaucoup de gens le savent, mais très peu finalement le font, c'est que si vous voulez faire un cache dans la JVM, qu'est-ce qu'on utilise en général? Concurrent HMAP. Guava utilise ça, concurrent HMAP, c'est bien parce que tu as des régents, c'est frais, sauf que c'est compliqué à tuner. Il y a des régents et il faut savoir à peu près que par défaut, il crée 16 régents où des threads doivent partir. Et ça, c'est difficile. Et quand on ne connaît pas, c'est vraiment lourd à faire. Sauf que, avec les skip lists, on a tout ça en gratuit. Ça va très bien, on a tout ça en gratuit. Ils le font très bien. Et en réalité, avec les skip lists, non seulement c'est non bloquant, un cache où les clés sont ordonnées sous forme de concurrent skip list map, ça va souvent bien plus vite que le concurrent HMAP, même mieux tuné. Sauf dans Java 8, parce que dans Java 8, il n'y a plus de régents. Mais ce qu'on fait, c'est qu'on utilise des caches. C'est non bloquant aussi. On utilise des algos en log free pour que ça fonctionne. C'est vraiment, si vous êtes intéressé là-dessus, regardez le code de concurrent skip list map. C'est Dogly qui l'a fait. Il s'explique bien. Il est super intéressant. On va passer à une autre structure de données qui sont les tries. Les tries, ça vient de retrieval.
Ah oui, l'impact sur la mémoire, ça c'est super important. C'est qu'on a souvent des éléments qui sont entre eux, et vu que le truc il augmente assez vite, c'est assez gourmand en mémoire. Mais on peut trouver un moyen où les pointeurs, on peut trouver un tableau, on peut les mettre sur un tableau assez des redirections assez simples en fait pour éviter qu'on bouffe les trucs, parce que de toutes les manières la JVM les met ensemble et finalement on peut trouver, il y a des astuces pour le faire, mais sinon si on n'a pas 1 million de clés à stocker non plus, c'est juste choisir la bonne structure, des ints, des langues sur des clés ou choisir des fonctions de hashing, ça va assez bien pour faire ce genre de choses aussi. Alors, les tries, c'est vraiment une structure de données qui est ordonnée, en fait, qu'on utilise pour créer des dictionnaires ou des maps. C'est vraiment intéressant pour le truc. Je vais vous montrer un exemple plutôt pour vous montrer comment c'est. Ça, c'est un try. Imaginez par exemple que vous êtes sur Google. Quand on tape une requête, Google nous donne l'autocomplétion. C'est-à-dire, je cherche Devox, je fais DER, Google vous affiche tous les trucs qui arrivent en bas. Comment il le fait? En fait, c'est stocké en try, sous forme de try là-bas. Ici, ce qu'on voit, c'est que les clés, si je veux l'élément tout, à chaque nœud, je stocke une lettre de ma chaîne de caractères. Je cherche tout, en fait, tout ça va là-bas. Je suis pas obligé de parcourir tout l'arbre, en fait. C'est pareil, je cherche TED, c'est simple, j'ai le même système qui apparaît. Je cherche in, en fait, ça va là-bas. Et la complexité là-dedans, pour un arbre, la complexité normalement, c'est log de n étant la taille d'un arbre. Ça, normalement, c'est ce qu'on a. C'est log, la taille d'un arbre. Sauf que, ici, on n'a plus de complexité qui est proportionnelle à la taille de l'arbre, du log de la taille de l'arbre, mais en réalité, on a une complexité qui est proportionnelle à la taille de la chaîne de caractères qu'on cherche. Si je cherche, par exemple, in, et que j'ai un seul i au départ là-bas, en fait, j'aurais même pas de complexité 1, 2, 3, de complexité en O3, mais j'aurais une complexité en O1, tout simplement parce que j'ai pas d'autre i. Le premier élément me suffit. Et ça, c'est des structures super intéressantes. Si vous voulez faire un dictionnaire, quelque chose d'autocomplet, d'avoir un hashmap où on stocke les trucs, ça va super bien. Sauf que ça a aussi un coût, c'est que c'est souvent gourmand en mémoire. Et la théorie des tries, comment on l'a fait? Il y a un truc qui est intéressant dans la théorie des tries, c'est d'utiliser les arbres ternaires au lieu des arbres binaires. Pourquoi les arbres ternaires comme dans les bases de données? C'est simple, ces arbres sont ordonnés, prennent moins d'espace, on peut les regrouper. Et quand par exemple, dans des serveurs d'application comme Jetty par exemple, qui parsent les requêtes, pour parser les requêtes, ce qu'ils font, c'est qu'ils utilisent un try. Pourquoi? Parce que les requêtes, c'est exactement codé de cette façon. Mais eux, au lieu d'avoir des nœuds là-bas, ils mettent des tableaux sur les nœuds. Les tableaux, ce sont sous forme de hashmap. Quand on dit je cherche par exemple le contexte, je cherche par exemple le protocole que j'utilise, les protocoles sont sous forme de tableau, le tableau des références au niveau en bas. Et du coup, tout est en O1. C'est-à-dire complexité complètement constante. On est en temps constant pour accéder aux éléments. Et tu prends un arbre ternaire plus un tableau, on a gagné sur beaucoup de choses. Ça s'appelle, si vous êtes intéressé, regardez sur le blog des gens qui font Jetty, c'est WebTide, c'est super bien documenté là-dessus. Ça, c'était l'introduction de try. Le try dont je vais vous parler, c'est ce qu'on appelle un hash-array-map try. Le hash-array-map try, c'est une structure de données fonctionnelle, on l'appelle un HAMT, qui était documenté par par Phil Bagwell plutôt, qui est décédé il n'y a pas longtemps d'ailleurs, qui travaille chez TypeSafe sur Scala et les closures, sur beaucoup de choses. Et c'est vraiment très intéressant pour faire des maps. D'ailleurs, on l'utilise pour faire des maps, donc closure, le persistent vector de closure, le immutable map de Scala, il utilise un hash-array-map try aussi. Comment c'est fait? En fait, ça, imaginons qu'on a une racine et ça, c'est un nœud. Sur chaque nœud, en fait, on a un tableau. Un tableau, en fait, qui représente en fait les clés d'une map. Les clés sont calculées sous forme de hash. Voilà qu'on appelle un hash. On calcule une fonction de hash et cette fonction de hash nous donne des entiers. Ça peut être des langues aussi. Mais les entiers sur la JVM sont encodés sur 32 bits. Ce qui fait qu'on prend ici la représentation en binaire qui est codée sur les éléments et au fur et à mesure, les éléments donnent des TAD traces. On va voir comment on le construit. Comment ça marche? Ça, c'est juste une description, mais vraiment abstraite. C'est pas comme ça. Ne vous fiez pas ça, c'est juste pour vous donner une idée que là, on a un tableau de bits sur 32 bits et tout. Comment ça marche? C'est que je disais, quand on fait une association d'une clé et d'une valeur, on calcule le hash qui nous donne sur 32 bits. Et on partitionne les bits sous forme des 32 bits sous forme de 5 bits, des buckets de 5 bits chacun.
quand on fait la partition sur des buckets sous forme de 5 bits chacun, bah, en fait, les éléments qui sont le plus à droite, ce sont la racine, et les plus à gauche, ce sont les feuilles. Et ici, voilà la description. Le coin vert, les 5 bits correspondent au nœud de la racine, en fait. Et au fur et à mesure, bah, chaque fois qu'on avance sur les bits, on descend de plus en plus en bas. Ça, c'est comme ça que le vecteur est fait. Et si on regarde, en fait, c'est qu'on a maximum 7 niveaux qu'on a sur le try. On ne dépasse jamais 7 niveaux. Pourquoi 7 niveaux? Parce que si tous les éléments sont stockés sous maximum 7 nœuds différents, parce que les éléments, si c'est 32 bits et que chaque fois on redivise en dessous, on ne descend jamais au-dessus d'un arbre à 7 niveaux. On ne va pas plus loin. Et on verra pourquoi c'est intéressant ensuite et tout. Ça, c'est juste une idée. Comment on fait, par exemple, sur cet arbre pour rajouter un élément? Là, j'ai 4, tout simplement parce que j'ai 5. 32 divisé 32, on prend chaque nœud de H, on le code sous un octet étant 8 bits, donc ça me donne, au lieu d'avoir les 32 bits, en fait, chaque valeur est donnée sous 4 éléments. Bon, considérons que ça c'est 32 bits, les 32 bits sous forme de 4. Comment on fait pour ajouter un élément? Si je veux rajouter 0, bah, j'écris 0 en bits, bah, c'est simple, 0 il va de l'autre côté. Vu que la racine de l'autre côté c'est derrière, bah, je mets 0, la valeur en rouge correspond à son indice, je l'écris là. Si je veux écrire 16, bah, 16 s'écrit de cette manière, j'écris 16. Si je veux écrire 4, bah 4, j'ai un 0, j'ai une collision. Comment je fais pour créer une collision? Bah, je crée une structure en dessous. Je mets un pointeur. Au fur et à mesure, je continue. Je veux écrire 12, bah, j'ai une autre collision aussi. Bah, j'écris 12 là-bas. En fait, 12, je le recalcule au fur et à mesure en 12, je trouve la position qui suit. C'est-à-dire que si vous voyez bien comme on était là, la position, en fait, je la retrouve chaque fois. En fait, chaque fois que j'avance, je retrouve la position sur mon array try. Donc là, j'ai 12 et vous voyez à peu près comment l'algorithme fonctionne. Au fur et à mesure, on rajoute des éléments, si on veut ajouter des trucs, et on arrive à ça. Sauf que là, on voit, même si quand on met toutes nos clés, on consomme toujours beaucoup d'espace. C'est-à-dire que c'est encore trop grand. C'est vraiment pas terrible. C'est trop grand encore. Bah, pour remédier à ça, bah, on va compresser cet arbre. Bon, pour compresser. Comment on fait? Comment on fait? On suppose qu'on a 48 et 7 sur un truc et qu'on veut compresser cette partie, on veut virer les éléments qui sont les points vides et tout. Pour ce faire, on ajoute un bitmap à côté. Le bitmap, là où à chaque position, à 48, la première position, j'ai un élément, je mets 1. La deuxième position, j'ai pas d'élément, je mets 0. Au fur et à mesure, je construis mon élément et tout. Et cet élément, tel qu'il suit, bah, je vire tous les éléments qui sont vides et je connais les positions qui étaient avant. Et là, je compte la position à partir de laquelle je vais pouvoir écrire un élément. Et cette position, ça sera à partir de 2. Là, j'ai 0, 1, 2 et 2 en binaire, ça me donne 1, 0. Et là, c'est la position à partir de laquelle. Ça peut être lent et coûteux à faire ça, mais on a une instruction qui est en assembleur, qu'on peut écrire en Java aussi, qu'on appelle un city-pop ou bien un bit-pop ici, qui vous compte le nombre de 1 dans un ensemble de bits. Le bit-pop, il vous compte un ensemble de 1. Donc, on fait toute cette opération, je ne vais pas trop rentrer là-dedans, vous pouvez chercher comment on fait des bit shift left, bit shift right. Et ça, c'est les opérations sur des bits. Et tout cet algo, il est représenté en une seule instruction. C'est ça. Tout l'algo que j'ai fait, il marche en une seule instruction. Et ça, c'est de l'ordre de la nanoseconde. Peu importe la taille que j'ai, ça c'est de l'ordre de la nanoseconde. Et le try, il est extrêmement rapide. C'est-à-dire que je n'ai pas besoin de rebalancer. Je vire tous les espaces qui sont trop utilisés, je recompresse mon arbre. Le tout, on a presque à la nanoseconde. Et ça, c'est juste génial. Et ça, on gagne beaucoup de temps. Et la complexité de mon try, bah, comme tout à l'heure, je vous ai dit que le niveau maximal, c'est 7 éléments, 7 niveaux maximum. Donc, au bout d'un moment, pour chaque élément, vu qu'on a des tableaux qui sont sur 32, la complexité maximum, elle est en log 32 de n. Mais n, c'est un entier ou un lang qui sont codés sur 32 bits. Et l'élément maximal qu'on peut avoir sur la JVM, c'est 2 puissance 32 moins 1. Ça, c'est le plus grand élément qu'on peut avoir. D'ailleurs, ça s'appelle not a number. Et log de 32 de 2 puissance 32 moins 1, c'est 6, quelque chose. La complexité maximale, elle est en O7. C'est vraiment en temps constant. N'importe quelle opération, elle est en temps constant sur ces trucs. C'est toutes les opérations en interne. Rajouter les éléments, lire le premier élément, chercher les updates, c'est tout en temps constant de l'autre côté.
sauf ces opérations qui sont en temps linéaire. Donc du coup, la création, elle est coûteuse, c'est-à-dire chaque fois qu'on insère un élément, mais quand on a un cache et qu'on utilise pour des structures de données fonctionnelles où les éléments, tout est immutable, ça va extrêmement vite et c'est super intéressant. Et d'ailleurs, des avantages d'un HRMapTry, on l'utilise partout, ça bouffe moins d'espace, c'est pas prône au cache line. Pourquoi? Parce qu'on a les éléments qui ne sont pas sur les espaces communs, qui ne sont pas contigus entre eux, et une complexité, mais en temps constant. Là, on dit logarithmique, mais en réalité, c'est plus en temps constant. Et on l'utilise pour les immutable maps de Scala, les mutables. On n'a pas de vraiment, on bloque pas toute la structure quand on veut la modifier. Et Martin Odersky et des gars de l'EPFL ont sorti une structure pareille, mais qui est non bloquante. C'est-à-dire une structure pour faire une concurrent try qui est non bloquante et thread safe. Comment tu fais un truc thread safe avec ça? C'est assez bizarre quand même. On utilise, comme tout à l'heure sur les skip lists, parce que là on a des opérations qui sont localisées aussi, on utilise un CAS, un compare and swap encore. Sauf que le CAS, on le met pas sur les nœuds, mais on les met sur les pointeurs directement comme tout à l'heure. Et là, il y a un truc, c'est un algo qui est extrêmement compliqué, il y a un papier de recherche à lire là-dessus, et je vous conseille vraiment de le regarder, c'est vraiment très bien. Et là, ça va très bien. Et il y a une opération qui est là, c'est de faire un snapshot. Un snapshot, c'est prendre une vue à un moment donné de ce truc, c'est-à-dire, je prends la vue à un moment, je copie le truc, et je peux faire des snapshots avec ces algorithmes de faire des cases comme ça. On peut le prendre en temps constant, en O1. On prend un snapshot en temps constant. Vous vous imaginez copier tout un arbre comme ça en temps constant. Et si on prend cet arbre en temps constant, on peut faire des opérations en parallèle sur toutes les données de l'arbre parce qu'on a des copies complètement différentes. Et c'est comme ça que marchent les collections parallèles de Scala. Le parallèle map de Scala utilise un concurrent try de cette nature-là et tout, où il prend plusieurs snapshots en temps constant et fait des opérations sur chaque élément, sur chaque version de la map en fait. Vu que c'est la même, elle est immutable. Parce que c'est pour faire des éléments en parallèle, en bloc, et là, on a un élément qui est non bloquant avec un snapshot en temps constant et ça va extrêmement vite. C'est très bien, franchement, regardez ça, c'est super intéressant et ça peut être compliqué à coder. D'ailleurs, en Java, c'est presque impossible à coder. Ceux qui ont le mieux codé en Java, ils ont copié les éléments de la programmation fonctionnelle, ils ont bien fait d'une façon bizarre. Et hier, j'ai discuté avec Rémi Forax qui m'a dit qu'il avait utilisé l'implémentation en Scala, qu'il a écrit en Java, tout ça pour avoir un cache dans Evoque Dynamic. Si vous le trouvez dans les couloirs, demandez-lui, il en sait bien plus que moi. Alors, on a parlé de deux structures de données assez intéressantes qui sont bien poussées. Et on va parler des structures de données un peu différentes. C'est ce qu'on appelle les sketchs. Ça, c'est vraiment pour faire... on est dans le monde un peu big data ou bien gérer big data. Moi, je n'appelle pas ça big data, mais gérer des gros... quand on veut travailler sur des gros tas de données, c'est trouver des astuces en fait pour intervenir sur ces données. C'est quoi un sketch? Un sketch, en fait, c'est prendre un ensemble de données, extraire une information et travailler sur cette information plutôt que sur la donnée. Ça peut paraître un peu bizarre, information de données, mais en fait, dans les données, on a plusieurs informations. On prend un extrait d'information et on travaille sur cette partie-là. Vous allez voir comment ça fonctionne et on va en voir deux si on a le temps. Mais ouais, on va avancer. Le premier qu'on va parler, c'est Bloom Filter. C'est quoi un filtre on appelle un filtre de Bloom aussi. C'est une structure de données qui est probabiliste en fait. En fait, c'est pour ce qu'on appelle faire du set membership, c'est-à-dire savoir si un élément appartient à un ensemble de données. Imaginez par exemple que vous avez 1 million de données et que vous voulez savoir si un élément appartient à cet ensemble de données. Comment on fait? Si je veux en brute force, je fais une boucle, je vérifie if equal, machin et tout. Et c'est super lent et c'est pas terrible du tout. Ou bien, une astuce, c'est de prendre une hashmap. À chaque fois que je rajoute un élément, je stocke cet élément et j'incrémente un compteur. Pour ceux qui font du Hadoop, ça s'appelle du word count. Ça marche à peu près comme ça. L'idée est ça. Mais on a stocké une hashmap avec des données pareilles, c'est encore coûteux en espace. Le but, c'est d'avoir une structure qui est très peu coûteuse en espace et qui bouffe moins d'espace. Comment on le fait? On prend une structure de données probabiliste où à chaque élément qui vient, on calcule des hash, des fonctions de hash. On est encore sur des fonctions de hash. Et comment ça fonctionne? L'algorithme est simple. On a un array, un tableau de bits qu'on appelle B, c'est le Bloom filter, d'une taille n. Ça peut être une taille infinie, moi généralement fixe la taille, et une fonction de hash. Là, j'ai pris une seule fonction. Mais normalement, on en prend plusieurs. Mais là, j'ai pris une seule fonction. Quand on insère un élément,
On calcule la fonction de h de cet élément. Cette fonction de h, elle me donne la position à laquelle je vais mettre les bits. Et j'ai oublié de dire que le tableau de bits qu'on a pris au départ, il est initialisé à 0. Donc il n'y a que des 0 au départ. Chaque fois que je calcule la fonction de h et que je trouve une valeur, cette valeur me donne la position à laquelle se trouvera l'élément, et cette position, je la mets à 1. Et pour savoir s'il y a un élément à l'intérieur, vu qu'on a pris des fonctions de h et les fonctions de h ont des collisions, on ne peut pas savoir si l'élément est à l'intérieur. Mais, par contre, on peut savoir si l'élément n'est pas à l'intérieur sans faute. On n'a pas de faux positifs, on n'a pas de faux négatifs, mais on a des faux positifs. Et ce qui nous intéresse, c'est les faux négatifs. Donc, on sait qu'un élément n'est pas à l'intérieur. Et ça, c'est comme ça que marchent beaucoup de trucs, que ce soit Elasticsearch dans Lucene, les bases de données, ça marche comme ça, pour trouver les éléments. Comment ça fonctionne? J'ai une illustration qui vient. Voilà, en fait. Là, j'ai 3 fonctions de h que j'utilise. Regardez plutôt en haut, oubliez les maths, on verra tout à l'heure. La fonction de départ, on est en haut. Je calcule 3 fonctions de h. Pour x, j'ai 1, 1 et 1. C'est ce qui est en bleu. Pour y, c'est ce qui est en violet. Et pour z, c'est ce qui est en rouge. On remarque que pour x et y, au 4e élément, au 5e élément, on a une collision. Si on veut savoir si x est à l'intérieur, en fait, je refais mon calcul de h. Si x est égal à 0, l'élément n'y est pas, mais si x est là, on ne sait pas si x est là. On ne sait pas si l'élément est à l'intérieur. Si b de x est différent de 1 pour tous les éléments, on ne sait pas si x est à l'intérieur. On a une probabilité que x est à l'intérieur. Et cette probabilité, elle nous est donnée par les propriétés de la fonction de h. Il faut avoir une fonction de h qui crée le moins de collisions possible. Et cette fonction de h, ceux qui créent le moins de collisions possibles, ce sont les fonctions de h cryptographiques. C'est-à-dire ce qu'on appelle SHA-1, murmure h, il y a des fonctions des Jenkins h, il y en a plein, vraiment, il y a de Wikipédia et votre ami là-dessus. C'est vraiment, on utilise ça. Et c'est pareil. C'est pareil pour les éléments. Donc on a les faux positifs, on a une formule qui nous donne le nombre de faux positifs. Il y a des démonstrations mathématiques, on ne va pas les faire, mais la formule, elle est là, les false positive rates. C'est 1 moins exponentielle de moins kn sur k. On calcule le logarithme et en fait, on nous dit que le nombre optimal de fonctions de h est égal à log de 2 fois m sur n. Log de 2 fois m sur n. M, c'est la taille de mon Bloom filter et n, c'est mon nombre de fonctions de h. Ce qui veut dire que si mon nombre de fonctions de h est plus grand, je réduis en fait est plus grand, j'augmente en fait la probabilité d'avoir raison quand je fais égal à 1. C'est-à-dire j'ai moins de collisions possibles, je peux savoir qu'avec une bonne probabilité qu'un élément à l'intérieur. Et on fait des trade-offs selon qu'on augmente en fait le nombre de fonctions de h. Sauf que quand on augmente le nombre de fonctions de h, on bouffe en mémoire. Parce que le nombre de fonctions de h, si vous regardez, si je mets 10 fonctions de h, on ne sait pas jusqu'où ils vont aller. Du coup, mon tableau de Bloom filter, il est plus grand. Et en fait, on ne compresse pas la mémoire. Au lieu d'avoir un tableau de bits qui est 0, 0, 1, 0, 1, là, il est plus grand, on ne sait pas exactement ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, du coup, on compresse le truc en prenant le moins de fonctions de h possible. Et avec ça, on a une formule qui est intéressante. Par exemple, comment optimiser ça? On peut choisir l'erreur, en fait, optimiser la taille pour avoir des éléments. Si je prends 10 000 mots, par exemple, et qu'on veut 1% de taux d'erreur, je mets m égale à le nombre de 10 000 mots fois 10 bits et le tout. 10 bits, c'est la taille de mon Bloom, en fait. On peut faire ce genre de calcul et on trouve qu'il nous faut 7 fonctions de h pour avoir sur 10 000 mots et 1% d'erreur. Sachant que ça, c'est en temps constant, toutes les opérations. C'est des bits et on connaît les index. Toutes les opérations se font en temps constant. Donc, si vous avez 1 million de données, au lieu de parcourir tous les trucs, vous savez, en un temps constant, mais vraiment en dessous de la milliseconde, vous savez que, tiens, l'élément n'est pas à l'intérieur. Et on peut faire la même chose ici, 10 000 avec 0,1% d'erreur, on a besoin de 11 fonctions de h. Ça devient plus compliqué et en termes de taille, on n'optimise pas très bien. Et c'est vraiment des trade-offs comme ça sur lesquels il faut travailler. Et les Bloom filters, où est-ce qu'on les voit? On les voit dans des bases de données comme Cassandra, en fait, dans Hadoop. Pourquoi Cassandra? Cassandra, c'est spécial parce que Cassandra, c'est une base de données qui est distribuée, il n'y a pas de master-slave, en fait. Donc, quand on veut savoir si un élément est dans un nœud particulier,
au lieu d'interroger tous les nœuds, parce que les nœuds c'est un ring, au lieu d'interroger tous les nœuds, on interroge le Bloom filter. Chaque fois qu'on écrit un élément, on interroge le Bloom filter. Si un élément n'est pas à l'intérieur, c'est simple, je ne vais pas chercher à l'intérieur. Si je veux rajouter un élément, je vérifie où est-ce qu'il est. Si je veux enlever un élément, je sais où est-ce qu'il n'est pas, sans problème, en utilisant les Bloom filters. Et ça, on l'utilise dans les bases de données depuis longtemps, que ce soit dans Hadoop, on peut l'utiliser dans vraiment beaucoup de trucs, c'est n'importe quel problème. Et comme je le disais tout à l'heure, il faut savoir choisir les fonctions de hash, il faut prendre des fonctions cryptographiques, et il faut aussi, on peut tuner tout ça juste en regardant les différentes formules qui sont fournies. Voilà, donc on peut faire aussi des unions, et l'union, je crois que vous avez compris, une union de deux Bloom filters. On prend deux Bloom filters, on fait un OR logique avec des bits. Si je veux savoir si un élément n'est pas dans deux éléments, dans deux ensembles, je fais un OU logique. Si je veux faire une intersection, c'est un ET logique. C'est vraiment des opérations qui sont complètement faciles à faire avec ça. Et on gagne vraiment de l'espace et on va très vite en termes de vitesse. Bon, si vous avez regardé les Bloom filters, c'est qu'on a des fonctions de hash. Chaque fois qu'on rajoute un élément, on ne sait pas où un élément est. Dans un Bloom filter normal, on ne peut pas supprimer des éléments. Parce que si j'ai des collisions là où il y a un 1 et que j'enlève le 1, je ne sais pas quel élément j'ai enlevé. Est-ce que ici, par exemple, je mets xi et xj là où j'ai des collisions à 1 ici, est-ce que c'est xj que je supprime ou bien c'est xi? On ne sait pas. Donc du coup, on ne supprime pas des éléments dans un Bloom filter. Pour arriver à supprimer ces éléments, ce qu'on fait, on introduit un nouveau système, c'est une astuce qu'on appelle les Bloom filters comptants, c'est les counting Bloom filters. Comment ils fonctionnent? C'est que la requête, au lieu d'avoir c'est égal à 1, c'est vrai si c'est égal à 1, on vérifie plutôt qu'à l'intérieur que c'est 1, au lieu que ça soit 1, on vérifie que c'est différent de 0. Et chaque fois qu'on rajoute un élément, au lieu de mettre le Bloom filter à 1, on additionne, on compte les éléments qu'on rajoute en fait. Et là, on peut supprimer. Et pour enlever, si l'élément n'est pas à l'intérieur, on ne met pas, mais sinon, si c'est faux, en fait, on supprime au fur et à mesure. Et on ne va jamais en dessous de 0, bien sûr. C'est vraiment une astuce pour faire ça. Et on l'utilise dans beaucoup de cas, que ce soit dans Hadoop, pour filtrer les adresses IP de façon rapide, pour créer si vous voulez créer votre, comment on appelle ça, votre Google Analytics, à la fois pour faire compter les éléments extrêmement rapidement, filtrer les adresses, les gens qui fréquentent le plus. C'est vraiment, on utilise ce genre de structure, en fait, en jouant sur des bits. Où est-ce qu'on les trouve dans la JVM? On les trouve dans Guava, par exemple. Guava utilise des une structure de Bloom filter. C'est assez facile à faire. Par défaut, Guava utilise Murmur-H version 3. Et il vous crée des Bloom filters, en fait, avec 3% d'erreur. Ça, c'est Guava. Pour le faire, c'est simple à créer. Ne vous laissez pas impressionner par ce qu'on appelle funnels. Funnels, en fait, il transforme les champs de Guava il prend les attributs et les transforme sous forme primitive. Du coup, il vous calcule le hash code de la même façon, en fait. C'est pour éviter d'avoir des objets. En fait, il hash les objets avec le funnel. Bon, regardez ça, c'est assez simple. Rajouter des éléments et savoir si un élément est contenu ou pas à l'intérieur. C'est pas, et contenu dit peut être contenu. C'est may contain qui donne comme résultat. Parce que c'est probabilistique. Et on peut tuner Guava pour nous dire, tiens, je donne à Guava, je donne à Guava, en fait, la probabilité que je veux, c'est-à-dire les éléments qu'on a calculés tout à l'heure, la probabilité, c'est-à-dire le nombre de faux positifs que je veux avoir, et je lui donne le nombre d'éléments que ça. Je peux donner ça à Guava, et Guava me calcule le Bloom filter qu'on veut faire, en fait. C'est vraiment assez intéressant. Et le dernier, il me reste 12 minutes, mais on va essayer de faire vite, ce qu'on appelle les count-min sketch. Les count-min sketch, c'est une évolution des Bloom filters. C'est-à-dire, on veut compter le nombre d'appareils, la fréquence, en fait, du nombre d'éléments qu'on a à l'intérieur. C'est vraiment intéressant quand on veut, par exemple, trouver les éléments qui sont trop, les éléments où il y a des doublons et des données qui sont vraiment non structurées. Si on veut compter le nombre d'éléments à l'intérieur, on utilise des count-min. Et c'est une structure de données aussi probabilistique, c'est un sketch. Donc, c'est vraiment intéressant. Et comment ça fonctionne? C'est comme un Bloom filter. Ici, la valeur, il faut considérer ça comme des streams de données. Des données qui sont vraiment en flux continu. On se donne une fenêtre de temps. On dit, tiens, sur une seconde, je prends des données, je crée ma structure et je calcule plusieurs fonctions de h. J'ai des fonctions de h et w, c'est la taille. En fait, chaque fois que je calcule ma fonction de h1, je mets la valeur là-bas, h2, h3 jusqu'au bout. Et pour trouver, en fait, le count min, c'est-à-dire trouver le nombre d'éléments qui apparaissent de plus de fréquence,
on prouve par des calculs de probabilité qu'en fait, il faut juste trouver le minimum des fonctions de h qu'on a trouvées. C'est-à-dire, je prends mes fonctions de h ici, surtout qui sont apparues pour un élément donné. Je calcule le minimum. Le minimum me donne le nombre d'occurrences, probabilistiquement, le nombre d'occurrences qu'on peut avoir sur le truc. Et cette fonction, en fait, ça peut paraître assez bizarre comme ça, mais elle dit, oui, on calcule le minimum, on ne peut pas savoir. Mais en réalité, il y a vraiment une preuve mathématique qui est derrière, avec des démonstrations en termes de probabilité, qui prouvent qu'on arrive vraiment au minimum avec une erreur qu'on peut tuner. Comme toujours, ces trucs, selon les fonctions de hachage qu'on choisit, selon le nombre d'éléments qu'on a dans la structure de données, on peut chaque fois approcher en fait la valeur qu'on veut atteindre. Et l'algorithme, il est super simple, hein. C'est ça. Insérer, on rajoute chaque fois plus 1, on incrémente. Ici, on ne met pas à 1, hein, c'est plus 1. On met pas 1, on compte au fur et à mesure. Donc, on peut avoir 2, 3, 4. Et en fait, la valeur qu'on a, le minimum, ça nous donne le nombre d'occurrences en fait, qu'on veut avoir. Et ça, c'est vraiment très bien. Et on peut tuner le nombre d'erreurs, comme tout à l'heure sur les Bloom filters. On a des relations qui nous font ça. La taille du sketch, le D, c'est le nombre de hash, W, c'est la largeur, et N, c'est le nombre de valeurs qu'on a comptées. Et ça, c'est bien, c'est super intéressant pour des données qui sont vraiment non structurées, qui sont pas vraiment, on ne sait pas trop comment ils sont structurés, quoi. Si c'est des données qui sont structurées, on a beaucoup d'erreurs. C'est quand, par exemple, on ne sait pas sur quoi on veut monitorer des prix par exemple, moi j'ai travaillé sur un truc où on monitorait des sites de la concurrence, où on voulait savoir comment ils changeaient leur prix chaque fois. Donc on se fixait le seuil, c'était notre prix, et chaque fois qu'ils changeaient les trucs, on calculait le count mean en fait. On faisait la moyenne des count mean, et la moyenne des count mean en fait, on pouvait savoir ceux qui changeaient leur prix le plus souvent. C'est du machine learning sur des trucs, et nous, au fur et à mesure, on rechange les prix. C'est sur les sites de e-commerce pour faire de l'A/B testing pour beaucoup de choses. On utilise ce genre de trucs. Ce que je viens de vous décrire, c'est ce qu'on appelle les heavy hitters, mais je ne pense pas que j'ai beaucoup de temps qui reste, mais oui, ça vous permet de trouver les éléments qui apparaissent le plus, c'est-à-dire que les plus grosses fréquences, on appelle ça des top K, les éléments qui ont vraiment la plus grosse fréquence qui apparaissent en utilisant les count mean. Et ça, on peut le faire pour détecter, par exemple, dans la sécurité, les adresses IP qui consomment le plus de trafic, c'est-à-dire si on veut savoir, tiens, on veut éviter les DDoS qui viennent vraiment, les Denial of Attack Services, qui viennent vraiment, on prend les adresses IP, on les blacklist ou bien on peut les virer en sachant, tiens, c'est eux qui consomment le plus de trafic, c'est eux qui attaquent le plus. Et quand on veut faire de l'analytique en temps réel sur des données, sur des streams, c'est vraiment, on utilise ce genre de trucs. Et il y en a plusieurs, ça c'est vraiment 2 exemples. Je vais montrer 2 trucs. Il y a un blog qui est super intéressant, j'ai copié ça de ce blog en fait. Voilà les différents éléments qu'on a des sketchs. Il y en a plusieurs. Imaginez par exemple qu'on part avec 4 mégabits de données, avec 10 puissance 7 éléments, c'est des données vraiment non structurées, c'est passé. En prenant un Bloom filter pour savoir un élément, on arrive à 0,6 mégabits. On part de 40 à 600 kilooctets à peu près, 500 et quelques kilooctets. Et ça, on peut arriver au fur et à mesure, chaque fois, on réduit la taille au fur et à mesure. Pour trouver le nombre d'éléments qu'il y a à l'intérieur, si on fait de l'exact avec une hmap, on a 4 mégabits. Vous voyez la différence quand même sur le temps qu'on gagne de 4 mégabits à près de 500 et quelques kilooctets. Et là, tu as d'autres Bloom filters. Là, c'est les count mean sketch pour voir les fréquences qui apparaissent. Les top count en passant avec un autre sketch qu'on appelle les stream summary. Les log counters, ça c'est l'autre le plus intéressant, mais la démonstration mathématique elle est un peu rugueuse, mais elle est super bien. Et ça, on peut vraiment, c'est vraiment des trucs. Si vous voulez faire de l'analytique en temps réel ou bien du machine learning sur des données vraiment qui sont changeantes en temps réel, on utilise ce genre de trucs. Et ça, ces genres de trucs, sont les count mean sketch, les log counters. On a du data mining, des algorithmes de data mining qu'on connaît sur des données qui sont fixes. On les adapte en fait. Ça, c'est les briques de base en fait pour réécrire ces algos pour travailler sur des streams de données, sur des big data, le real-time big data. Ça, c'est la base au départ en fait qu'on utilise. Et c'est des structures de données qui sont extrêmement efficaces. On travaille là-dessus. Donc, il y a une bibliographie qui sont bien. Si vous voulez voir les Bloom filters, je vous conseille la librairie qui s'appelle Streamlib, c'est ClearSpring. En fait, c'est pas ClearSpring. C'est Streamlib qui est sur GitHub. Il y a un blog super intéressant. Regardez le code de Guava.
Pour les try, regardez dans ce cas-là, regardez la documentation de Phil Bagwell. Les skip lists, c'est William Pugh qui les a inventés et il a un papier qui explique vraiment comment on peut le construire avec des démonstrations super intéressantes. Je vais m'arrêter là et j'espère que vous avez des questions.